La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, où se situe la richesse dans l'apprentissage de la drague? Quels aspects de l'apprentissage et de la pratique de la drague procurent le plus de satisfaction? Je ne sais pas comment toi tu vois exactement la chose, comment tu la vis, où tu mets tes accents, et qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment. Donc, je ne peux que parler pour moi. Je te préviens, ce podcast pourrait te sembler abstrait au début, mais vers la fin, ça se concrétise. Et si tu es un auditeur régulier, si tu me suis depuis quelque temps, alors je t'invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi la plus grande révélation que j'ai eue ces 5 à 10 dernières années. Et ça pourrait te retourner le cerveau, à toi aussi, je l'espère sincèrement. C'est parti. Pour moi, en ce moment, toute la richesse de la drague se situe non pas dans les conditions externes, c'est-à-dire les techniques, les phrases, les méthodes de drague, le outer game, comme on dit dans la communauté de séduction anglophone. La richesse de la drague ne se situe pas non plus chez les filles, chez le type de fille, la personnalité de la fille, son apparence physique, les activités partagées avec la fille, les environnements, les bars, les rues, les villes, etc. Oui, c'est intéressant tout ça, c'est enrichissant et ça a son importance. Ce sont des sources d'excitation, ce sont des sources d'émotion, de nouveauté. Mais pour moi, en ce moment, la plus grande richesse ne se situe pas dans les conditions externes, sans vouloir sonner trop métaphysique. Pour moi, en ce moment, la richesse se situe à l'intérieur. Et écoute ça, cher auditeur, car c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant et enrichissant. Accorde-moi quelques minutes pour t'expliquer tout ça de manière concrète et tangible. Certains mecs, dans certaines phases de leur développement, surtout les jeunes, projettent leur focus vers l'extérieur pour trouver le bonheur, pour ainsi dire. Pour eux, la richesse se situe à l'extérieur. Ils veulent choper des nanas, ils veulent plus de nanas, des nanas plus belles, ou bien ils veulent choper cette fille, cette perle rare. Mais pour moi, en ce moment, la plus grande richesse se situe à l'intérieur, et quand je dis la richesse se situe à l'intérieur, je ne veux pas dire que je suis plus abouti, plus spirituel, que j'ai un niveau de conscience supérieur. Non, 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 rien de tout ça. Ce n'est pas une question de supériorité, bien au contraire, quand je dis la plus grande source de richesse se situe à l'intérieur, je parle de mon intérieur, de ton intérieur, comme source de stimulation intellectuelle et comme source de satisfaction. C'est un peu comme si tu devais choisir entre Pac-Man et Call of Duty. Call of Duty est beaucoup plus avancé, plus complet, plus complexe, riche comme jeu vidéo que Pac-Man. Ton monde intérieur est beaucoup plus riche. Oui, oui, ton monde intérieur est beaucoup plus riche que le monde extérieur. Qu'est-ce que je veux dire exactement par intérieur? Ton intérieur, mon intérieur. Je t'expliquerai ça un peu plus loin. Encore une fois, cher auditeur, c'est très puissant, très enrichissant et même très concret et tangible. Tu peux vraiment voir et ressentir la différence. C'est comme si tu installais un nouveau programme sur ton ordi ou une nouvelle appli sur ton smartphone. Ton corps et ton cerveau sont le hardware et ton monde intérieur et les techniques que je vais partager avec toi un peu plus loin dans ce podcast sont le logiciel. Ça fait plus de 20 ans que je pratique la drague et je peux te dire que le côté externe de la drague ne me procure plus tellement de satisfaction. Been there, done that, encore une fois, je ne veux pas sonner prétentieux. Quand tu as accumulé une certaine expérience,
Le fait d'en baiser une nouvelle ne t'apporte pas grand-chose. Le énième rencard, le énième bar, le énième baiser, le énième jeu de séduction, parcourant les mêmes phases, le énième rejet ou le énième succès, finalement, c'est toujours la même chose. Attention, je ne dis pas que j'ai tout vécu, mais encore une fois, après un certain temps, on s'habitue, tout se ressemble, c'est un peu comme si tu faisais le même boulot depuis des années. Le premier jour, tu étais super excité et probablement nerveux. La première année était super enrichissante, tu as appris plein de trucs, mais après 5 à 10 ans, bof, c'est devenu routinier. Alors, où chercher ta source d'excitation, ta source de stimulation intellectuelle? Ou bien tu changes de boulot, mais alors tu risques de nouveau de te retrouver dans le même schéma. Au début, tu es excité, tu apprends plein de trucs, puis après 2, 3, 5 ans, c'est de nouveau la routine. Et c'est ce qu'on voit. À notre époque, les jobs à vie n'existent presque plus. Les gens passent d'un job à l'autre, pareil pour les relations intimes. Les gens changent de partenaire régulièrement. Et ceci n'est pas un jugement moral. Ce n'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. L'humain a besoin de nouveautés. C'est dans sa nature. C'est comme ça que son cerveau est câblé. Ou chercher ta source d'excitation, ta source de stimulation intellectuelle, ta source de nouveauté. Ou bien tu changes de boulot, tu changes de ville, de pays, de copine, de téléphone, de voiture, de garde-robe, de chemise, bref, tu changes le ou les éléments externes. Ou bien tu diriges ton focus vers ton intérieur et tu joues avec celui-ci. Tu optimises ton monde intérieur. C'est magnifique, c'est magique, c'est puissant. Je répète, tu optimises ton monde intérieur. Ton monde intérieur est une source infinie de bonheur, de satisfaction, de stimulation, de richesse. Encore une fois, cher auditeur, les mots ne suffisent pas pour en exprimer la puissance, la beauté et la richesse. Consti, sois plus concret, allez, sois plus concret, t'avais promis que t'allais être plus concret. Ok, cher auditeur, s'il te plaît, écoute-moi très attentivement. Note ça quelque part. Note ça quelque part s'il le faut, car ceci est pour moi, encore une fois, je me répète, je sais, la plus grande révélation des 5 à 10 dernières années, vraiment. L'amélioration de ton monde intérieur est ta plus grande source de richesse. Ça veut dire quoi exactement? Voici ce que ça veut dire. Et c'est maintenant que ça va devenir très très concret et tangible. Accroche-toi. Voici ce que tu fais. Tu surveilles tes pensées et tes sensations physiques. Tes pensées, c'est-à-dire ton train de pensée, c'est-à-dire les photos, les vidéos et les audios mentales. Et tes sensations physiques, c'est-à-dire tout ce que tu sens sur ta peau et en dessous de ta peau. Et surtout dans ton corps, dans ton torse, dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton bas-ventre. Car les émotions, comme l'angoisse, la joie, la tristesse, la colère, la honte, le désir, le manque, etc., toutes les émotions sont constituées de pensées, c'est-à-dire de photos, de vidéos et d'audio mental, et de sensations physiques. Donc les émotions, encore une fois, sont constituées de pensées et de sensations physiques. Et les sensations physiques liées à l'angoisse, par exemple, sont les mains moites, la bouche et la gorge sèche, le vertige, une boule dans le ventre, les jambes en coton, etc. Les pensées liées à l'angoisse sont « Danger, danger, je vais échouer, je vais me faire ridiculiser, je vais me faire blesser, ma position au sein du groupe, ou mon physique, ou ma santé, ou mon statut sont menacés. » Et puis, tu visualises des trucs horribles. La fille qui te rejette, tes amis qui se moquent de toi, ton patron qui te gueule dessus, tes parents qui ne t'aiment plus ou qui te regardent avec mépris. Cher auditeur, tu surveilles tes pensées et tes sensations physiques. Tes pensées et tes sensations physiques ensemble forment tes émotions. Tu surveilles également ton comportement. Et par comportement, je veux dire tes faits et gestes, mais aussi tes paroles.
car tes pensées, tes sensations physiques, tes émotions et ton comportement sont liés. Ils forment un réseau, ils s'influencent mutuellement. Et donc tu observes ce réseau, tu observes tes pensées, tes sensations physiques, tes émotions, ton comportement. Tu observes ce réseau. Ok, Consti, ok, j'ai compris. J'observe mes pensées, j'observe mes sensations physiques et mon comportement. J'observe ce réseau, mais est-ce que j'observe tout ça simultanément, comme une couverture qui recouvre une surface, ou est-ce que je fais ça séquentiellement, comme un scanner? Bonne question. Je dirais les deux, car en réalité, c'est ce que tu fais. Parfois, tu scannes, parfois, tu recouvres, en fonction de la disponibilité de tes ressources mentales et des stimuli externes. Tu peux concentrer ton attention sur un point ou tu peux déconcentrer ton attention pour recouvrir plusieurs stimuli. Je peux te demander de concentrer toute ton attention maintenant sur ma belle voix. Ou je peux te demander de te concentrer sur ma voix et sur tout ce que tu vois autour de toi simultanément. Et déjà ça, jouer avec ton attention, la concentrer et la déconcentrer fait partie de ton intérieur et de la richesse de ton monde intérieur. Bref, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut surveiller et surtout comment le surveiller simultanément ou en séquence, je dirais, tu surveilles ce que tu peux contrôler directement. Tu surveilles ce que tu peux contrôler directement. Tu surveilles tout d'abord tes pensées, car c'est le tout premier maillon dans la séquence action-réaction. C'est le tout premier maillon dans le réseau pensée, émotion, comportement. Ensuite, tu surveilles ton comportement. En réalité, ça se fait en une fraction de seconde. Le processus recommence chaque milliseconde. C'est comme si tu avais un logiciel antivirus dans ton cerveau qui tourne en arrière-plan en théorie, car en réalité, tu oublieras de te surveiller 90 à 95% du temps. Mais ce n'est pas grave, tu te reconcentres, tu recommences à te surveiller dès que tu le peux, dès que tu t'en rends compte. Et donc voici ce que tu fais. Tu surveilles tes pensées et ton comportement. Et dès que tu constates un parasite, tu le modifies. Dès que tu as une pensée toxique, tu la modifies, tu la laisses passer et tu la remplaces par une pensée plus saine, plus constructive, plus optimiste. Et souvent, la meilleure option, c'est de remplacer ta pensée parasite par une pensée objective. Les pensées parasites sont souvent des jugements. Et ces jugements, tu les remplaces par des pensées plus objectives. Je te donnerai quelques exemples dans quelques instants. En fait, tout ce que je viens de te raconter se résume à ça. Tu peux constamment, tout le temps, partout, changer la signification de chaque chose, de chaque événement. Voici quelques exemples. « Oh, ce mec est un gros con !» Non, l'interprétation plus saine est, par exemple, « Cet homme est en colère. Pourquoi est-il en colère ?» Autre exemple. « Oh, elle m'a fait mal, elle m'a blessé. » Non, l'interprétation plus saine. « J'avais des attentes. Elle ne s'est pas comportée comme je l'aurais voulu. Je suis vexé. » Et là, cher auditeur, on peut commencer à creuser. Pourquoi ne s'est-elle pas comportée comme je l'aurais voulu? Est-ce que je lui ai exprimé mes attentes ou pas? Est-ce que mes attentes étaient réalistes ou pas? Et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu continues à découvrir de nouvelles pépites encore et encore. Autre exemple, tu rencontres une fille qui te plaît. Vous échangez vos numéros. Elle t'envoie un message en premier. Oh, tu ne t'y attendais pas. Tu es dans tous tes états. Tu es tout excité. Tu as envie de le crier sur tous les toits. Tu es tellement content que tu lui envoies un long message drôle, enthousiaste, mais elle ne répond plus. Tu es vexé, frustré, déçu et tu te dis « J'ai foiré, pourquoi ai-je foiré ?» Ou bien, pour protéger ton ego, tu penses « Oh, la garce, elle a joué avec mes pieds !» Et ensuite, tu as envie de te venger. Que s'est-il passé réellement? C'est simple. Tu as été trop needy et ça transparaissait dans ton message. Et elle a fini par perdre son intérêt. Voici, cher auditeur, maintenant,
la version avec le logiciel antivirus. Tu rencontres cette fille, tu constates ta joie, ton enthousiasme, tu constates de grosses vagues dans ton océan émotionnel. Tu te dis, ah, je sens de la joie, de l'anticipation et de l'excitation. Je constate que je ne suis pas dans mon état normal. Je vais attendre. Je vais lâcher prise. Et c'est ce que mon pote Robbie appelle la technique de la décantation. Tu laisses les émotions passer. D'ailleurs, nous avons enregistré ensemble plusieurs podcasts et je te laisse le lien vers la technique de la décantation en dessous de ce podcast dans la description. Ensuite, quand la fille t'envoie le premier message, tu fais la même chose, tu te surveilles, tu constates l'explosion de joie et d'enthousiasme et tu décides d'attendre. Car, encore une fois, tu te rends compte que tu n'es pas dans ton état normal. Tu sens l'envie de lui répondre, tu sens l'envie de lui envoyer un long message. Plein de bisous et de câlins et de bisounours et de cœurs et de bouquets de fleurs et de selfies de ton torse et de photos de ta bite et plein de je t'aime et tu me manques. Mais tu te retiens. Tu te retiens, tu te surveilles et tu es conscient que c'est juste ton cerveau reptilien qui te dit « Saisis cette chance tant qu'elle se présente, car cette fille pourrait changer d'avis d'ici quelques heures ou quelques jours et tu risques de la perdre à jamais. » Donc tu identifies dans tout ton enthousiasme également l'angoisse de la perdre et tu te rends compte que c'est une émotion contre-productive. Et donc tu décides d'attendre et de laisser tes émotions se calmer pour ensuite répondre quand tu auras l'esprit et les émotions claires. Bref, cher auditeur, tu t'observes et tu te calmes. Et, cher auditeur, ce n'est pas fini, j'aimerais ajouter encore quelques trucs, car encore une fois, tous ces trucs sont liés. Quand tu observes les gens, quand tu observes leur communication, essaye de les observer comme si tu observais des animaux. Attention, je ne dis pas de les déshumaniser, je ne dis pas de les réduire à des êtres inférieurs, non, regarde-les comme un éthologue. Regarde surtout le langage du corps, les expressions du visage. Sois attentif à l'intonation, au regard. N'écoute pas ce qu'ils disent littéralement. Essaye surtout de lire entre les lignes. Essaye surtout de déchiffrer leurs intentions, leurs motivations. Ne fais pas trop attention au côté rationnel, logique, cérébral. Je ne dis pas de le nier, mais regarde plutôt le côté rationnel, logique, cérébral comme une fonction du côté irrationnel, du côté émotionnel, animal, instinctif de l'humain. Pourquoi est-ce que les gens disent ce qu'ils disent? Quelles sont les vraies raisons, les raisons les plus profondes? Cher auditeur, la communication humaine est presque toujours une question de compétition ou de collaboration, une question de combat-fuite, une question de danger ou de sécurité, une question de rapprochement ou d'éloignement, une question de dominance et soumission, une question de supériorité et d'infériorité, une question de statut, une question d'ego. Et même dans un environnement pacifique et bienveillant, dans lequel les gens collaborent, sous la surface, il y a l'ego, le statut, la position dans le groupe qui joue. Même avec les gens avec qui tu t'entends bien, tu as ça. Même avec les gens que tu aimes et qui t'aiment. Même dans ton groupe de potes, il y a une hiérarchie. Un mec au top, quelques mecs au milieu et quelques mecs en bas de l'échelle. Tu oses faire et dire certains trucs aux mecs au milieu de l'échelle sociale que tu n'oses pas dire ou faire aux potes en haut de l'échelle sociale. Imagine, visualise le scénario suivant. Tu fais une tape sur l'épaule du pote en haut de l'échelle. Et maintenant, imagine, tu fais une tape sur l'épaule du pote en bas de l'échelle. Tu sens la différence? Tu sens l'hésitation quand il s'agit du pote en haut de l'échelle? Pourquoi est-ce que je te raconte ça, cher auditeur?
qu'est-ce que ça a à voir avec l'observation de ton monde intérieur comme source de richesse? Je te raconte ça car ces forces obscures, ces forces plus inconscientes, plus primitives, plus darwiniennes, on va les appeler ainsi, ces forces font également partie de ton monde intérieur et tu peux donc également les surveiller et les contrôler. Voici un exemple flagrant. Depuis quelque temps, je fais des exercices de respiration. J'applique la méthode de Wim Hof, W-I-M, espace H-O-F. Je ne vais pas entrer dans les détails, je te laisse le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et grâce à cette méthode, j'ai réussi à retenir mon souffle pendant 5 minutes. Oui, cher auditeur, tu as bien entendu, 5 minutes, c'est un truc de malade. Mon record précédent était de 3 minutes 30. Et du coup, baf, 5 minutes, incroyable. Moi-même, je n'en revenais pas. Un de mes meilleurs potes fait de la plongée libre, de la plongée en apnée. Et il s'entraîne aussi pour pouvoir retenir son souffle plus longtemps. Et quand je lui ai raconté ça, quand je lui ai raconté que j'ai battu mon record et que je sais retenir mon souffle de 5 minutes, instantanément, il a eu une micro-expression d'envie sur son visage. Il était content, mais ce n'était pas sincère, c'était une émotion simulée. Il riait jaune. Il a eu une émotion négative. Et cette émotion s'est exprimée sur son visage très brièvement. Mais vu qu'on est potes, oui, ce n'est pas socialement accepté d'exprimer son envie dans une telle situation. Il est supposé être content pour moi, donc il a essayé de gérer, de refouler son envie et il a produit un sourire forcé. Il était soi-disant content pour moi, mais tu voyais que ce n'était pas authentique. Et après m'avoir félicité, il a tout de suite commencé à m'expliquer pourquoi ma méthode n'était pas la bonne, que je devais faire autrement. Qu'il connaissait ma méthode, mais qu'il en connaissait encore d'autres et que les autres méthodes étaient supérieures. Et que lui, il utilisait ces autres méthodes supérieures. Pourquoi cette réaction de la part de mon pote? Non, cher auditeur, ça ne veut pas dire que ce mec n'est pas un vrai ami. Si, ce mec est un vrai ami. C'est juste que ce mec est humain. Quand je lui ai raconté que j'arrivais à retenir mon souffle plus longtemps que lui, son cerveau reptilien s'est mis à clignoter. Danger, 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 danger pour ton statut au sein du groupe. Il s'intéresse à la plongée libre. Il fait des exercices pour pouvoir retenir son souffle. Je fais des exercices pour pouvoir retenir mon souffle. Je sais retenir mon souffle plus longtemps que lui. Je représente une menace pour son ego et il essaye de rééquilibrer la balance. C'est aussi simple que ça. Mon vu franchement, quand tu observes les gens comme un éthologue, je ne sais pas si tu connais le mot, bref, alors tu te rendras compte que c'est ce qu'ils font constamment. Ils essayent constamment de défendre leur position, ou bien d'attaquer la position de l'autre, ou bien de monter sur l'échelle sociale. Et ça dans tous les environnements et à tous les niveaux. Au sein de leur groupe d'amis, au boulot, au club de loisirs, à la maison, dans la rue, vis-à-vis des voisins, dans le quartier, dans la ville, etc. Et donc, quand tu te poses la question, est-ce que la réaction de mon pote est une réaction constructive? Pas vraiment. C'est une réaction humaine, mais c'est une réaction qui communique de la faiblesse. Ou plutôt, c'est une réaction qui l'affaiblit, une réaction qui crée de la faiblesse. Une réaction qui l'affaiblit lui. Ça fait quelque temps que je regarde les vidéos du professeur Jordan Peterson, un psychologue clinicien. Jordan Peterson. Et il a dit un truc qui m'a complètement retourné le cerveau. C'est ce truc qui a déclenché cette révélation. Il a dit qu'à un moment donné, il a commencé à faire attention à ce qu'il disait. Et il s'est rendu compte que 90 à 95% de ses paroles l'affaiblissaient. Et qu'il a eu à ce moment-là une angoisse existentielle. Une angoisse existentielle pour ainsi dire. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui va rester de moi si j'enlève, si je supprime ces
c'est 90 à 95%. Il ne va plus rien rester de moi. Et si le vrai moi n'était que ces 5 à 10% restants, cher auditeur, c'est puissant, c'est magnifique. Et ce qui est encore plus magnifique est que tu peux appliquer ça à tes pensées, car les pensées précèdent les paroles. Pourquoi ne pas intervenir au début de la chaîne, avant de produire les mots? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation suivante. Quand tu observes ton monde intérieur et quand tu essayes de l'optimiser, comment l'optimiser? Et que faut-il optimiser exactement? Pour répondre à cette question, tu as besoin d'un critère. Pour savoir quoi optimiser, comment l'optimiser, tu as besoin d'un critère, tu as besoin d'un filtre. Et le critère est le suivant. Merci, professeur Peterson, pour cette révélation. Le critère, le filtre à travers lequel tu dois surveiller tes pensées et ton comportement est le suivant. Est-ce que cette pensée, est-ce que ce comportement m'affaiblit? C'est le filtre, c'est la question que tu te poses vis-à-vis de chaque pensée, de chaque comportement. Le professeur Jordan Peterson a raison. Cher auditeur, dans plus de 90%, voire 95% des cas, la réponse est oui. Cette pensée t'affaiblit, ce comportement t'affaiblit. Alors, que faire quand la réponse est oui? Que faire quand tes pensées et ton comportement t'affaiblissent? Rien. Tu ne fais rien. Tu laisses passer la pensée comme si tu observais un nuage dans le ciel. Ou bien si tu peux faire quelque chose. Tu modifies cette pensée. Tu changes les mots dans ta tête. Si c'est un jugement, alors tu recadres ce jugement. Tu le remplaces carrément par des observations plus objectives. Et tu verras que le venin, le sentiment toxique lié au jugement, se dissipera. Et ce n'est qu'après ce recadrage que tu agis et que tu parles. Et souvent, après un tel recadrage, cher auditeur, tu n'agiras pas et tu ne diras rien. Tu te tairas. Donc, pour résumer la méthode, pour la simplifier, pour la réduire carrément au niveau des 7 conseils pour choper une nana, hein, cher auditeur, hein? Donc, pour la résumer, la voici. 1. Tu es constamment en interaction avec le monde extérieur. 2. Tu interprètes constamment le monde extérieur et tu interagis avec le monde extérieur, donc tu agis, tu te comportes. 3. Tes interprétations et tes comportements, tu les observes à travers le filtre. À travers le filtre, est-ce que ça m'affaiblit? 4. 9 fois sur 10, la réponse est oui. C'est lié à ton ego, la peur de perdre ton statut, et donc, si c'est oui, eh ben ça t'affaiblit. Et quand, 5e point, quand la réponse est oui, tu réinterprètes, tu modifies tes pensées, tu donnes une autre signification aux événements, une signification avantageuse pour toi et pour l'environnement. Souvent, la réinterprétation la plus avantageuse est de changer tes jugements en observation objective. Non pas « ceci est une belle voiture », mais bien « ceci est une voiture rouge ». Non pas « cette femme est une garce », mais bien « cette femme m'a dit qu'elle n'était pas intéressée ». 6e point, quand tu observes tes émotions et tu constates que tu es en déséquilibre, tu attends, tu lâches prise, tu attends jusqu'à ce que tu aies retrouvé ton niveau de base. Car quand tu fais une introspection, quand tu investigues, quand tu observes ton monde intérieur, tu te rendras compte que ce déséquilibre émotionnel est lié à un jugement. Ce déséquilibre émotionnel est le résultat d'un jugement. Un jugement, une pensée qui t'affaiblit. Et donc tu peux retourner en arrière, tu peux faire marche arrière. Marche arrière dans tes pensées et identifier la cause, la pensée, l'interprétation, le jugement qui a déclenché ce déséquilibre. 7e point, et ce n'est qu'après tout ça que tu agis. En changeant tes pensées, tu changes ton expérience. En changeant tes pensées, tu changes aussi ton comportement.
Et en changeant ton comportement, tu changes les réactions de ton environnement, puisque c'est via ton comportement que tu interagis avec l'environnement. Donc, finalement, en changeant ton monde intérieur, tu finis par changer le monde extérieur. Comme le dit Bouddha, pour changer le monde, change toi-même. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!